mais c'est pas noir ou blanc. Dans le cœur de ces gens vivants, pour de vrai la vie parler d'eux. En une phrase, comment est-ce que tu présenterais comment est-ce que tu te présenterais toi, Sam Sauvage, et comment est-ce que tu présenterais ta musique à ceux qui ne te connaissent pas du tout? En une phrase, je pense que c'est de la chanson française nouvelle, parce qu'il faut des étiquettes. Donc j'en ai trouvé une qui ressemble à ça. C'est un mélange un peu de plein d'influences différentes, de pop, de chansons françaises beaucoup, anciennes comme actuelles, d'électro, des choses comme ça. Et puis c'est une musique, je crois, qui se veut un peu réaliste, humaniste, plus qu'engagée. Et puis qui parle de sujets autant d'actualité que de sujets tout à fait que de choses banales qui paraissent pourtant très intéressantes à mes yeux. Avant, tu t'es beaucoup, produit, sur des scènes qui étaient, des bars, des restaurants, dans la rue et cetera. Qu'est-ce que ça fait de passer maintenant à des salles beaucoup plus grandes comme, la Cigale, comme, prochainement l'Olympia, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est une chance d'avoir des gens qui viennent pour nous écouter. Donc non, je pense que c'est tout simplement, c'est bateau de dire ça, qu'on est très content, mais je suis content aussi d'avoir vécu 8 à 10 ans là, j'arrive toujours pas à savoir exactement, mais de faire des bars, des restaurants, des trucs comme ça, de jouer avec le foot derrière et puis le barman qui baisse le son de de la guitare parce qu'il faut écouter le foot. Je crois que c'est important de connaître la différence avant de connaître, l'Olympia, tout ça et même avant de connaître Lyon ce soir. Parce que moi, je fais pas la différence entre les dates parisiennes et les dates, qu'on appelle, j'aime pas ça, de province. Moi, c'est dates régionales, à la limite, des choses comme ça. Enfin, peu importe, c'est une salle de concert, il y a un public, il y a des gens qui attendent, qui ont pris une place et qui viennent nous voir. Donc moi, je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc non, content, heureux de pouvoir faire ça, pourvu que ça dure. Tu dis aussi que c'était important pour toi de connaître, l'indifférence des gens, dans des salles plus petites qui ne te connaissaient pas au début, pourquoi? Pourquoi l'indifférence, ça permet aussi d'apprendre sur ce métier-là? Je crois que c'est la meilleure école, hein. C'est un peu, toujours ce qu'on dit, mais je suis pas le seul à le dire. Je crois que il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses aujourd'hui qui disent que la meilleure école, c'est de jouer devant un public qui en a rien à faire de pardon, je vais pas vulgaire, qui en a rien à faire de vous. Je crois qu'il y a, il y a un truc où, puis on peut pas leur en vouloir aux gens de je dis toujours: «C'est jamais la faute du public». Donc ça, je l'ai appris parce qu'il y a l'indifférence et dans l'indifférence, parfois, j'arrivais à capter 5, 6, 8 personnes, 10 personnes, parfois une centaine dans les grands jours. Dans la rue, quand il y avait une petite foule autour de moi, c'est que vraiment j'ai été bon. Parce que j'ai réussi à choper les gens, il y a que nous, et c'est notre métier de faire ça, d'aller accrocher les gens, de leur proposer des chansons, parce que parfois on les impose, hein, surtout dans le rythme qu'on est aujourd'hui, quand on passe des chansons en radio et tout, on impose la musique aux gens, c'est presque de la publicité. Donc il y a un moment où il faut assurer ça derrière et il faut aussi accepter quand ça marche pas. Donc moi quand je fais des concerts aujourd'hui, même quand je suis fatigué, que j'ai une cheville qui me fait mal, un truc comme ça, que je suis un peu fatigué, que j'ai la voix un peu dans le pâté, je me suis mal réveillé, je me dis que j'ai quand même la chance de faire ça et que je vais tout donner quand même pour ce soir parce que il y a 10 ans encore, j'étais dans les bars. Donc ça, j'y repense souvent. Mmh. Par rapport à enfin, tu es auteur, compositeur, interprète, tu joues plusieurs instruments, donc tu sais, enfin, dans la musique, tu touches à tout, quoi. Par exemple, dans la création de ton dernier album, Mesdames, Messieurs, quelle place tu laisses, aux musiciens avec qui tu travailles dans la création du disque? Ça dépend, je suis très solitaire dans la création de mes chansons. J'ai besoin de mon petit cocon à moi, hein, je veux dire, chacun écrit à sa façon. Moi, c'est ma cuisine, étudiante avec, mon petit bureau. J'ai un nouveau bureau que je me suis acheté, c'est mon grand luxe de cette année pour mettre mon PC dessus. Avant, c'était ma table de cuisine. Je veux dire, donc j'ai 2 petites enceintes, je fais mon petit truc et là, pour l'album, j'ai quand même voulu, contrairement à l'EP, m'entourer d'arrangeurs et d'arrangeuses pour, le son. Je veux dire pour le son, parce qu'il y a des sons que moi je suis pas capable. En fait, il y a des gens, c'est comme les guitaristes, je fais souvent ce parallèle-là. Corentin, mon guitariste, par exemple, lui, son métier, c'est d'être guitariste. Donc c'est un excellent guitariste, il fait des super solos, il peut tout rejouer. Moi, je suis pas du tout un bon guitariste, je touche à tout, mais très mal, entre guillemets. Je veux dire, je touche à tout pour écrire, composer, je fais des choses basiques qui ensuite seront embellies par d'autres gens. Et il faut bien s'entourer parce que parfois ça peut aussi dénaturer le son, donc c'est un risque. Faut pas perdre l'âme de ça. Et là, Pierre Cheguillaume, David Enfrin, Simon Kénéa, Xavier Demar, Cécile Lacharme, la violoncelliste, c'est des gens chez qui je suis allé chercher un son et que je pense avoir trouvé. Mmh. Dans la phase de création, c'est quelle partie que tu préfères? C'est, par exemple, plus, l'écriture des textes, la composition de la musique? Qu'est-ce qui vient en premier aussi? C'est un tout. C'est un tout, la création, je trouve. C'est ça qui me plaît d'ailleurs, c'est qu'on s'ennuie jamais parce que quand on est artiste, on a 10 000 casquettes, et d'ailleurs plus ça avance, moins on pourra en avoir. Je veux dire, dès quand on avance un peu dans les étapes, de l'artiste, on a moins de casquettes et ça m'embête un peu ça. Moi, j'aime bien avoir plusieurs casquettes, mis à part, porter mon matos tout seul, ça je suis content qu'il y ait des gens pour m'aider un petit peu aujourd'hui, ça me fait du bien au dos pour le soir, mais c'est juste ça, c'est un détail. Je veux dire, je crois que c'est tout ce qui me plaît, mais ce qui me plaît surtout, c'est d'avoir l'idée. Quand on a une bonne idée et qu'on le sait tout de suite, c'est rare, c'est vraiment le moment où j'entends une phrase, c'était le cas pour Le langage de l'amour, c'était
une amie d'une amie d'une amie qui parlait avec une autre amie et qui avait dit: «Moi, tu vois, avec ce mec, on n'a pas le même langage de l'amour» et j'ai trouvé ça mais formidable et tout de suite, je savais que j'allais faire une chanson. Hem, Justement dans tes chansons, on sent, que tu parles, beaucoup plus de l'histoire des gens presque que de la tienne. Heu, comment tu dirais que tu fais pour dépeindre un peu des portraits, des profils des gens qui font notre société, mais, de manière aussi juste, précise? Comment ça te vient comme ça? Je pense pas que je suis si juste et précis que ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai mon regard à moi et forcément que notre regard, il est influencé par notre vie. C'est-à-dire que moi, j'écris, ça n'engage que moi, entre guillemets. Les gens ne sont pas obligés d'adhérer à ma vision des choses. Donc, que ce soit sur des sujets aussi, «légers» entre guillemets, même si c'est pas vraiment ça l'amour, ou, que des sujets graves comme les migrants à Boulogne-sur-Mer ou, comment les féminicides. Je veux dire, moi, j'ai un regard qui m'appartient. Donc en fait, je viens de la classe moyenne, je veux dire, j'ai manqué de rien, j'ai pas été du tout, riche ni rien machin, mais ça influe aussi sur la façon dont je vois le monde. Parce que j'étais protégé par l'amour de mes parents, enfin de ma mère, pardon. Je veux dire, c'est des choses dont j'ai bénéficié, donc plein de gens qui n'en auraient pas bénéficié auraient pu écrire différemment. Je veux dire, comme des gens qui ont un statut de vie encore plus confortable et des choses comme ça auraient pu encore écrire différemment, et ça n'empêche pas qu'il faut les laisser écrire aussi, ces gens-là. Il faut que tout le monde s'exprime. Je crois que le fait de vraiment parler des gens, là, c'est difficile en dire parce que je parle de moi, mais moi, je parle moins de moi que j'écoute les gens, je crois. Et à partir du moment où j'ai plus écouté les gens et que je me suis vraiment intéressé en profondeur à leur histoire, c'est dur de faire ça parce que on est tous un peu égoïstes et dans son truc, c'est naturel, c'est pas un jugement. C'est là où vraiment on fait des chansons et qu'on se dit, en fait, je vole des chansons aux gens. Je les vole dans leurs yeux, dans leurs oreilles, dans ce qu'ils me racontent. Donc, quand quelqu'un me dit un truc intéressant, souvent mon cerveau, ça fait ah, ça c'est pas mal aussi. Et puis je peux raconter plein d'histoires à travers celle de mon interlocuteur, hein. Oh, très bien. Tu as été, révélation, masculine de l'année lors des dernières, victoires de la musique. Qu'est-ce que, ça fait de gagner face, à Ino Casablanca, à L2B, à 4 grands artistes, aussi? De gagner face avec Eno Casablanca et L2B, moi ça m'embête. Parce que je veux dire, c'est pas des concurrents pour moi. Je les ai jamais considérés comme des concurrents. Je veux dire, c'est des gens avec qui j'ai partagé une scène un soir, et puis le monde a fait qu'on nous met en concurrence. Je suis pas contre les victoires de la musique, parce que je pense que c'est bien d'avoir des institutions, de pouvoir égaliser la musique sur des piédestals, des niveaux comme ça, mais moi pour le coup, je me suis pas senti forcément. En fait, moi, je me suis senti légitime par rapport à moi, pas par rapport à eux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par rapport à mon histoire, c'est-à-dire de faire 9 ans de bar, de restaurant, de faire de la guitare tout le temps, et de me tuer à la tâche pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un petit public et en plus de là, arriver à remporter une victoire de musique. Moi, je me suis dit: «Ah ouais, putain, tu vas pas voler celle-là, c'est chouette et puis, elle va faire du bien à regarder dans la cuisine, ça donne du courage». Voilà, tous les jours quand j'ai une petite bonne inspiration. Mais, je pense qu'il faut avoir vraiment un respect immense aussi pour Eno Casablanca qui, je trouve, apporte quelque chose de très frais, je veux dire dans son style. Je veux dire, beaucoup de gens disent musique urbaine, moi je vois pas de la musique urbaine en Eno, je vois bien plus que ça. Je veux dire, je pense que c'est pas juste de la musique urbaine en plus, c'est de la musique urbaine, en vraiment ajouté. Il y a des instruments sur scène, il y a des choses, L2B qui était moins dans mon style, pareil, ne démérite pas. Je veux dire, il y a un truc où commence, eux, ils ont 6 millions d'auditeurs, c'est pas pour rien, ils font des Bercy, c'est pas pour rien non plus, j'en suis pas là. Donc c'est pour ça que la concurrence était un petit peu bizarre. Mais par contre, c'était pas une concurrence, c'était une rencontre et avec L2B un peu moins, mais avec Ino Casablanca, j'en ai fait une vraie, ouais. Très bien. Qu'est-ce que ça a été ta propre révélation cette année sur le plan, musical, personnel, peu importe? Il y en a une cette année, et alors moi j'ai un petit jeu avec ma mère, c'est que ma mère, j'ai un petit truc où je devine un peu, et j'aurais dû faire producteur parce que j'ai quand même pré-shot, comme on dit, la carrière entre guillemets de Eddie de Pretto et Zao Sagazan. J'avais dit: «Mais tu vas voir maman, Eddie de Pretto, là j'ai découvert ça, c'est super», il y a quelques années, 2017-2018, c'est le moment où ça a commencé je crois. Et puis Zao Sagazan pareil, 2020, là j'étais en mode: c'est bien, ça va fonctionner». Là il y en a un autre là, que je trouve formidable et avec qui on échange, cette chance-là, c'est Teddy Bear, Teddy Bear, je sais pas comment ça se dit. C'est un Belge, comment qui écrit, remarquablement bien et qui en plus de ça, et je trouve c'est rare dans les chansons. Moi, c'est un truc que je peine parfois à avoir, je trouve qu'il le fait trop bien, c'est d'avoir des refrains efficaces, et c'est pas pour faire de la variété, c'est juste parce que pour accrocher les gens, il faut des mélodies, c'est chouette et puis ça nous les fait chanter, ça rapproche. Donc je trouve qu'il a ce truc-là et en plus il raconte des vrais trucs. Donc Teddy Bear, je pense que l'année prochaine, ouais, je mets un petit, pari dessus et ce sera mérité. En revenant sur, Eddie de Pretto, tu as fait, ses 1 pardon, ses, 1 parties, excuse-moi. Qu'est-ce que tu en retiens de cette période-là, ces premières parties? Là, pour le coup, c'était, rêve de gosse, là. Parce que et je me rappelle, on avait pris ça quand on avait joué à Nantes, au Décadence, et déjà, nous, on était contents parce qu'il y avait 150 personnes dans la salle, on se sentait plus, avec Coco, on était en mode: «Waouh, le rock, c'est trop bien». Les gens qui chantaient les chansons et tout, on fait: «Ah, c'est incroyable», et puis on a appris par téléphone juste après: «Ouais, les gars, vous allez faire un zénith. Ah non, finalement, vous allez en faire 5».
Et on fait: «OK» et en fait, après première partie d'Edith de Pretto et on s'est retrouvés à Montpellier, tout ça, Orléans, Caen, à faire des premières parties et je pense que la première fois, c'est là où on sent qu'on est fait pour ça ou pas. Parce qu'il y a un truc où on nous met dans des conditions très difficiles. Je veux dire, un première partie, c'est jamais facile. Personne nous attend, tout le monde a envie qu'on finisse pour attendre l'artiste et c'est normal, hein, on peut pas en vouloir aux gens. Je veux dire et il faut, faire une rencontre et quand on arrive dans un zénith, en fait, rien que d'entendre, je me souviens de la sensation d'entendre les gens parler entre eux avant le truc, c'était comme si nous, notre public était constamment en train de crier par rapport aux dimensions. Donc c'était assez fou et je veux dire, une fois que les gens crient, on sent un truc dans le ventre et tout et c'est là qu'on sent un concert, l'énergie du concert et tout et c'était un rêve de gosse parce qu'à Poitiers, c'était la première fois et ça s'est merveilleusement bien passé. Très bien. Change un peu de sujet. Les réseaux sociaux, peuvent être un outil à double tranchant, donc c'est à la fois le tremplin qui t'a fait exploser, qui t'a fait, révéler au grand public, mais aussi, bah, c'est un endroit où, voilà, les critiques, la haine, peuvent, fuser plus vite qu'ailleurs. Quelle place ils occupent, maintenant, aujourd'hui, dans ta vie, de tous les jours? Une place différente qu'avant, je crois, hein. En fait, ils ont été très inexistants, jusqu'à mes 22-23 ans, parce que je les comprenais pas et je m'y intéressais pas et je pensais que j'allais me faire repérer dans la rue par un producteur, comme Bob Dylan, c'est jamais arrivé. Je pense que ça peut encore arriver, moi ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai une amie qui m'avait dit: «Il faut absolument que tu te lances sur les réseaux pour que ça marche, Sam, tu es le seul qui peut comprendre là, allez, vas-y, fais-le». Je fais: «OK, bon, bah, j'essaye». Je fais quoi? Une vidéo par jour et je suis rentré dans un énorme tunnel de réseaux sociaux et à la fois hyper, comment, gratifiant parce qu'en fait les gens, c'est au-delà des likes, c'est que les gens prenaient des places pour les concerts. J'ai rencontré mon label comme ça, un label très chouette indépendant qui me parle. Je veux dire, j'ai rencontré aussi, mon tourneur, mon manager, des gens qui m'accompagnent aujourd'hui, avec qui je travaille, je veux dire, David, notre bassiste, ça vient de là aussi. On s'est un peu connus par ça. On se connaît tous dans la musique un peu par ça, c'est chouette. On fait des belles rencontres, comme des mauvaises des fois, mais c'est moins souvent. Et puis après, il y a eu la vague de haine, après les victoires, tout ça. Ça, pour le coup, c'est pas que je l'ai mal. Alors oui, j'ai pas bien vécu en me disant: «C'était super», hein, je veux dire, c'était compliqué. Mais par contre, je pense plus, aux autres qu'à moi, encore une fois, là-dessus. Et c'est pas par, pur, altruisme, hein, c'est parce que, moi, j'ai 25 ans, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes pompes, je fais ma musique, j'ai la chance de faire une tournée donc moi, la vraie vie, j'y pense pas souvent. Je veux dire, que ce soit économiquement, que ce soit machin, j'ai cette chance-là que beaucoup d'autres n'ont pas. Et je pense surtout il y en a qui ont 15 ans, 16 ans, qui sont, mal dans leur peau au lycée comme je l'étais. Si je m'étais pris ça à l'époque, je dis souvent cette phrase qui est un peu choquante, mais parce que c'est vrai, j'ai vu les messages, j'ai lu, hein, quand même des fois. Je comprends qu'il y a des jeunes qui se foutent en l'air à cause de ça. Je comprends qu'il y a des gens qui le vivent très mal et qui sombrent et je crois que c'est un sujet qui est encore très mal compris et qui est encore beaucoup trop libre, hein. On est beaucoup trop libre de s'exprimer, de dire n'importe quoi, mais j'en veux pas à ces gens-là. Je crois que la plupart, c'est des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font et puis, d'ici quelques années, ils vont bien comprendre que finalement, c'était pas le truc le plus judicieux à faire. Ton nom de scène comme le nom de ton album ou celui de tes chansons, ils évoquent une certaine part d'un peu de mystère, ils suscitent la curiosité, comment est-ce que tu choisis le nom de toutes ces créations-là? Ah, je sais pas si ça veut du mystère, mais tant mieux. C'est bien, ça fait, ça fait, bras ténébreux, ce que j'ai toujours voulu être au lycée et que je n'ai pas réussi à faire, avec mes jeans slim. Mais, je crois que je sais pas si je réfléchis pas tant que ça, en fait. Je fais toujours au très haut à l'instinct, tout ça. Je veux dire, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on me demande d'ailleurs d'écrire une chanson sur commande, j'ai beaucoup de mal à le faire, moi. Je veux dire, si jamais mon album, il manque une chanson, ça arrive rarement parce que souvent j'ai plein de chansons, c'est juste que si demain j'ai pas de chanson, il me faut de l'inspiration, bah, je peux pas dire: «Là, je vais écrire un truc, pour combler dans l'album, ce sera la 13e chanson», ça marche comme ça. J'ai beaucoup de mal à faire ça, je veux dire, je fais n'importe quoi quand je fais ça. Mais par contre, sur le côté mystérieux, tout ça, ça a pas forcément été voulu, c'est plus une, «Mesdames, messieurs» parce que c'est un cri, une injonction à m'écouter ce que personne ne connaît, donc faut y aller. Je veux dire, c'est mon premier album, j'ai 25 ans, c'est un peu maintenant ou jamais, on sait très bien comment ça se passe dans ces métiers-là. Puis après, comment mon nom de scène, oh, c'est pas un mystère, hein, je raconte l'histoire, hein, Sam, celui qui boit pas et tout machin, aujourd'hui je bois. Non, je plaisante, mais qu'une fois par semaine, avec modération. Et puis, sauvage parce que c'est la liberté, la désinvolture, donc non, j'ai très peu à cacher là-dessus, je crois. Très bien. Des thèmes récurrents comme, le désamour, la liberté, la jeunesse, les rencontres, peuplent tes chansons. Tu te décrirais quand même enfin, tu dirais que tu es quand même plus quelqu'un de mélancolique ou d'énergique? Bah, justement, c'est un mélange des 2. Je Mmh. crois que mais je crois que c'est difficile de se dire, «Moi, je suis quelqu'un de nostalgique, moi, je suis quelqu'un de mélancolique» ou «Moi, je suis quelqu'un d'énergique». Je crois que ça dépend des jours aussi. Moi, des matins, je me lève, je suis de mauvaise humeur, hein. Je veux dire, mais ce serait mentir. Alors oui, en interview, je fais toujours l'effort d'être présentable et tout et c'est normal parce qu'il faut l'être, c'est tout le monde ferait ça. Je veux dire, personne n'irait avec son humeur, comme ça dans une interview, dire n'importe quoi, mais les gens savent très bien. Je veux dire qu'on est vivant. Donc il y a un truc comme ça et puis, je pense que c'est ce qui fait mes chansons, c'est ce qui fait ma vie aussi, c'est la nuance.
Donc parfois un peu trop pour l'époque dans laquelle je vis. Je crois que je rate ce côté radical, qu'il faudrait avoir parfois. Moi, je suis un petit peu à côté, je suis toujours dans la nuance et je pense que je suis pas dans la vraie vie. Des fois, je la décale un peu. Là, moi, la seule vraie vie que je raconte, c'est la vraie vie des gens dans les rues, tout ça, mais moi, je vis un peu, comme ça, donc ni nostalgique, ni mélancolique, ni machin, un petit peu de tout, un humain, loin d'être parfait, puis qui fait ce qu'il peut, quoi. Ton titre, La fin du monde, il connaît un succès à la fois sur les plateformes, sur scène, c'est voilà. Hem, Qu'est-ce que réellement la fin du monde pour toi personnellement? La fin du monde, c'est le début du nouveau. C'est plutôt ça, parce qu'on me dit souvent que la fin du monde, c'est une chanson, désespérante, déprimante et tout, malgré son rythme énergique. Moi, à chaque fois, je dis: «Bah, vous n'avez pas compris la chanson, ou alors vous êtes pas allé au bout», parce que la fin de la chanson, et là, je dis, et là, j'entends le souffle du nouveau monde. Je veux dire, c'est ça que je veux raconter, moi, c'est que parce que je dis j'ai écrit cette chanson il y a une boîte à Paris qui s'appelle, le Supersonic, et je dansais dans cette boîte, enfin, danser, c'est un grand mot, mais je veux dire, j'allais boire des coups dans cette boîte et puis je voyais les jeunes danser, alors que toute la journée, on avait une actualité anxiogène, des choses comme ça et tout, et pourtant ça empêchait pas les jeunes d'aller s'embrasser, danser, faire la fête, boire des coups à outrance jusqu'à 6 heures du matin, puis rentrer comme ça et se dire qu'on a passé une bonne soirée. Et c'est ça qui m'a inspiré, moi, c'est de me dire qu'en fait les jeunes, est-ce que la fête ne construit pas finalement? Je veux dire, je crois qu'elle construit autant que les débats, que les engagements, et je crois qu'on a surtout besoin des 2. Donc la fin du monde, c'est ça, c'est le début du nouveau, et puis on peut lui trouver tous les inconvénients qu'on veut. Il y a plein de gens qui se battent pour ça, je parle de Camille Etienne, de tout ça. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec elle, tout ça, mais au moins elle se bouge. Elle fait des trucs. C'est pas le cas de tout le monde. Donc je pense qu'il faut laisser un peu la jeunesse s'exprimer et essayer de la réconcilier un peu. Ça, c'est mon rêve, mais je suis un idéaliste optimiste. Je veux dire, c'est que les générations se parlent un peu plus plutôt que de se critiquer, mais ça, c'est une autre étape. Tu te produis dans moins d'une heure, là tu montes sur scène dans moins d'une heure, rejoins ton public, qu'est-ce que tu ressens là maintenant tout de suite? Et aussi après, comment est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu as un peu des rituels, des habitudes avant de monter sur scène? On a des rituels, mais ils sont pas fameux. C'est vraiment des trucs débiles. C'est une colo de vacances, cette tournée. Donc on est en train de faire comme ça. On a des mouvements. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est avec. Non, je sais pas. Là, quand je suis en interview et tout, ça va. Je veux dire, je pense à pas de choses, mais c'est vrai que le stress monte vite après. 30 minutes avant, souvent, j'ai un petit truc dans le ventre là qui me dit ouais, c'est vrai qu'on fait un concert ce soir. J'essaie d'oublier des fois. Ça me fait du bien. Puis une fois que j'arrive sur scène, là, tout disparaît. Je suis bien. Donc c'est un mystère, hein, mais je veux dire, c'est ce qui fait la magie de ce truc. Et puis après un concert, généralement, c'est le danger d'ailleurs dans la musique, c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes qui sombrent là-dedans, je crois, c'est qu'après un concert, on a envie de faire la fête. Quand ça se passe bien, on est forcément tenté d'aller boire un coup, faire machin, veiller jusqu'à je sais pas quelle heure. Il faut oublier que demain, il y a aussi un autre public qui nous attend, après aussi, et que ça reste un métier. Donc il faut vraiment que je... Moi, je fais très attention à ça, j'ai cette chance-là de ne pas être là-dessus, mais je comprends les envies, parce on sort en euphorie, quoi. Les yeux rouges, transpiration, tout ça, puis on se dit, oh, c'était mortel. Donc pas tout le temps, mais souvent, généralement, quand les gens sont bienveillants, que le public est chaud, c'est chouette, quoi. Très bien. Merci beaucoup Asbjørn.